Bonjour, aujourd'hui capsule vidéo sur la conservation de l'énergie mécanique en première spécialité. Alors qu'est-ce que l'énergie mécanique? C'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. EC on l'a déjà vu, hein. Pour un système, c'est égal à 1 demi fois la masse du système fois la vitesse du système au carré, avec V en mètres par seconde, la masse en kg, pardon, et EC en joules. L'énergie potentielle du système, c'est le produit entre la masse du système, l'intensité d'apesanteur G, et Z, l'altitude du système. Alors cette altitude, cette valeur, qui servira à calculer EP, va dépendre du référentiel choisi. Ce qui compte, c'est que vous gardiez le même référentiel tout au long de l'étude. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Donc voilà un exemple, hein, un jeune qui fait du skate. Au départ, donc, il est en haut de cette rampe. Il va se lancer. Donc on voit qu'il fait des allers-retours, il monte, il descend. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il a une certaine altitude, euh, il a de l'énergie dite potentielle de par sa hauteur. Donc plus il est haut, plus son énergie potentielle est élevée. C'est-à-dire plus euh, la vitesse qu'il pourra atteindre en arrivant au sol sera élevée. On voit que lors de la descente, l'énergie potentielle diminue et EC augmente. Et vice-versa, lors de la montée, l'énergie potentielle augmente et l'énergie cinétique diminue. Mais a priori, s'il n'y a aucun frottement lors du mouvement, la somme des deux est une constante. Alors la somme des deux, c'est ce qu'on a appelé l'énergie mécanique. Donc on dit dans ce cas-là que l'énergie mécanique se conserve. C'est ce qu'on a vu en TP. On a étudié nous le pendule, on a pointé les positions du pendule au cours du temps, on a calculé les vitesses Vx et Vy de ce pendule pour en tirer la vitesse globale V. Calculer EC, on a aussi calculé EP, on a calculé EM qui vaut EC plus EP. On a eu ce graphique qui nous montre quoi? Que globalement EM se conserve au cours du temps et que lorsque EP est à son maximum, EC est à son minimum, et vice-versa. Mais globalement, on a une énergie mécanique qui se conserve au cours du temps. Pourquoi? Parce que au cours du mouvement, seul le poids agit, et le poids est une force conservative. Si un système n'est soumis qu'à des forces conservatives, on aura son énergie mécanique qui va se conserver au cours du temps. Après, si on regarde sur un temps long, on peut observer comme ici que petit à petit, hein, l'énergie mécanique va diminuer légèrement à cause des forces de frottement, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors comment utiliser la conservation de l'énergie mécanique dans une situation particulière? Donc là, situation simple, là, on a un système qui se déplace d'un point A à un point B par un trajet quelconque, hein. Ce système n'est soumis qu'à son poids, donc, qui est une force conservative, donc, son énergie mécanique se conserve. Ça veut dire quoi? Qu'elle est la même au point A qu'au point B. Donc elle se conserve tout au long du mouvement. Donc généralement quand on va appliquer, on va l'appliquer en écrivant cette conservation pour deux points. Généralement le point de départ et le point d'arrivée. Donc si EMA est égal à EMB, EM c'est EC plus EP, donc on aura ECA plus EPA égale à ECB plus EPB. Alors EPP, pourquoi? Parce que énergie potentielle de pesanteur. On remplace ECEP par leurs expressions respectives. Donc on obtient une égalité qui va dépendre des vitesses et des altitudes respectives au point A et au point B. Alors quel est le but de cette égalité? Généralement,
La question la plus courante, ce sera calculer la vitesse au point B. Bah, généralement, aussi, au point A, on lâchera le système, donc la vitesse au point A sera nulle. ZA sera fourni. Si on choisit l'origine des attitudes au niveau du sol et que le point B est au niveau du sol, ben ZB ici vaudra 0. Et on pourra ainsi facilement calculer VB. On voit d'ailleurs aussi que M est un facteur commun à tous ces termes. Donc on pourra tout simplifier par la masse M. Donc si vous n'avez pas la masse dans l'énoncé, ne vous inquiétez pas a priori. Prenons un exemple. Donc on va supposer qu'on lâche au point A une bille et on cherche sa vitesse au point B. On sait que l'altitude de la bille au départ vaut ZA qui vaut 10 mètres. On suppose qu'il n'y a pas de force de frottement, en tout cas on les néglige. Donc là, le système ne sera soumis qu'à son poids, qui est une force conservative. On peut donc appliquer la conservation, l'énergie mécanique. Donc delta EM vaut 0 lors de la chute, c'est-à-dire que sa variation vaut 0. Donc elle se conserve. Alors, on peut écrire, comme on l'écrit déjà auparavant, que EM en A du coup vaut EM en B. On remplace EM A et EM B en fonction de EC et EP. On remplace EC et EP par leurs expressions respectives. On pourrait d'ailleurs se passer de cette ligne-là. Vous pouvez passer directement d'ici à là. Maintenant, on fait un bilan sur les données du problème. On sait que l'altitude vaut H. On sait que B est au niveau du sol, donc ZB vaut 0. On sait qu'on lâche la bille, donc VA vaut 0. Du coup, ce terme-là vaut 0. Celui-ci vaut MGH. Celui-ci, c'est ça qu'on cherche. Et celui-là vaut 0 parce que ZB vaut 0. On peut donc simplifier l'expression. Il nous reste MGH égale à 1 demi de MVB au carré. On peut tout simplifier par M, parce que M est facteur commun aux deux termes. On peut transposer ensuite le 2, on peut appliquer la racine carrée, et on trouve que VB est égal à racine de 2GH. Donc 2 fois 9,8 fois la hauteur, on trouve 14 mètres par seconde. Donc voilà un exemple. Alors remarque quand même là-dessus, on aurait pu aussi trouver VB en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Donc à vous de voir la méthode la plus simple à utiliser. Je pense que celle-ci est la plus simple, mais à chacun de voir ce qu'il préfère. Revenons sur le pendule. Si on observe l'évolution des énergies au cours du temps sur un temps beaucoup plus long, on voit au final, ça paraît logique, que EM diminue au cours du temps. En effet, un pendule ne va pas osciller pendant des heures et des heures. Donc ça veut dire qu'on appliquera la conservation de l'énergie mécanique sur un temps très court. Sur un temps plus long, le pendule va être soumis à des forces de frottement qui effectuent un travail résistant, donc qui vont petit à petit enlever de l'énergie à ce pendule. On pourra donc écrire que le travail des forces de frottement est égal ici à la variation de l'énergie mécanique. Et ce sera un terme qui sera toujours négatif. Pourquoi? Parce que delta, c'est la variation. Donc c'est celle après moins celle avant. Et celle après moins celle avant, c'est toujours une soustraction entre une valeur plus petite au départ et plus grande à la fin. Donc ça donnera toujours une valeur négative. Et le travail des forces de frottement, vous l'avez déjà vu dans d'autres circonstances, c'est toujours un travail résistant, donc aussi négatif. On peut le voir aussi sur cet exemple que je reprends. Cette fois-ci, par contre, j'ai rajouté des forces de frottement. Donc là, on voit petit à petit qu'au cours du temps,
on a l'énergie cinétique et l'énergie donc potentielle qui vont petit à petit prendre des valeurs maximum de plus en plus faibles. Alors, sur l'exemple, faites attention, hein. Ici, l'animation prend en compte l'énergie thermique, c'est-à-dire l'énergie perdue lors du travail des forces de frottement au long du mouvement. Alors vous aurez parfois des situations où vous devrez évoquer les forces de frottement. Donc voilà un exercice possible, hein. Donc première question qu'on vous pose, on vous demande de calculer la vitesse au point B, sachant qu'on part du point A et qu'on suppose a priori qu'il n'y a pas de force de frottement. Donc on revient à des calculs similaires à ce qui a été fait tout à l'heure, hein. Et on retrouve VB égale à racine de 2GH. Alors cette fois-ci j'ai pris une hauteur de 3 mètres. Et on trouve une vitesse de 7 mètres par seconde. Maintenant, la vitesse mesurée est plus faible que celle que l'on vient de calculer. Ça veut dire que notre hypothèse de départ était fausse, l'énergie mécanique ne se conserve pas, il y a donc des forces de frottement, et on peut donc calculer le travail de ces forces de frottement, parce qu'il n'y a pas eu conservation d'énergie mécanique. Donc EM au point A sera plus grande qu'au point B, parce qu'au cours du mouvement, l'énergie, petit à petit, a diminué. C'est les forces de frottement qui ont enlevé de l'énergie au système. On l'a vu, le travail des forces de frottement est égal à la variation de l'énergie mécanique au cours du mouvement. Donc c'est l'énergie mécanique en B moins celle en A, c'est-à-dire 1,5 de mvb au carré, moins mg z A. Parce que je vous rappelle qu'ici, hein, zb vaut 0 et que va valait 0. On n'a plus qu'à calculer cette variation en prenant la vitesse réelle mesurée, donc 5,5 au lieu des 7 prévus. Et on trouve que le travail des forces de frottement, c'est moins 1 fois 10 puissance 3 joules. On trouve bien une valeur négative, parce que le travail des forces de frottement est un travail résistant. En fait, attention, hein, si vous trouvez un travail ici avec une valeur positive, c'est plus qu'une erreur de calcul, hein. Ce sera aussi une erreur de raisonnement. Donc remontez en arrière pour trouver votre erreur ou alors indiquer quelque part que vous devriez trouver une valeur négative. Merci de votre écoute.